En 2024, dans le domaine de la santé, plusieurs avancées ont marqué le secteur. Parmi elles, la 4e transplantation rénale, la greffe de moelle osseuse ou encore le projet en cours de procréation médicalement assistée. Notre pays, qui vous le savez, vise la souveraineté sanitaire, a lancé le vaccinopole de Diamniadio et lancé également une campagne de vaccination contre la roubéole et la rougeole. Tour d'horizon avec Fanta Badji et juste après, retrouvez-moi à l'intérieur de l'hôpital avec mon invité, professeur Fatou Sambassar, pour revenir sur ces faits saillants de l'année 2024. Elle devrait permettre d'éviter des épidémies de grande ampleur. La campagne nationale de rattrapage vaccinal contre la rougeole et la rubéole. La rougeole, elle, est réapparue au Sénégal depuis 2019 avec une recrudescence régulière des cas en fin 2024. Près de 500 cas confirmés dans 33 districts sanitaires sur les 79 que compte le pays. 8 millions de doses de vaccins ont été utilisées dans cette campagne qui a permis d'immuniser une cible de 7 285 455 enfants de 9 mois à 14 ans. Certains vaccins importés du reste ne le seront plus sous peu grâce au vaccinopole ultramoderne de Diamniadio à travers son projet Madiba. L'infrastructure d'une capacité de 300 millions de doses par an va produire des vaccins contre la Covid-19 et autres maladies endémiques. Le programme vise une couverture de 50% des besoins locaux en vaccins d'ici à 2035. Dans la foulée, 200 milliards sur les 350 milliards du budget nécessaire à la relance de l'industrie pharmaceutique sont mobilisés. Une volonté manifeste des autorités de réduire la forte dépendance aux importations de produits médicaux et d'aller vers une souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Le Sénégal a d'ailleurs atteint le niveau de maturité 3 pour son système de réglementation pharmaceutique, jugé, je cite, stable, bien fonctionnel et intégré selon l'OMS. Le lancement du dossier Patient Unique a aussi marqué l'actualité sanitaire en 2024. Il s'agit d'une plateforme qui va permettre de sauvegarder les données médicales du patient pour une fluidité du circuit de soins, une offre de qualité et efficiente. Samedi 27 juillet 2024, le consortium Hôpital Aristide Le Dantec, hôpital militaire de Ouakam, réussit sa 4e transplantation rénale. Après le succès des 3 premières greffes de rein réalisées en 2023, la transplantation de moelle osseuse est aussi possible au Sénégal pour traiter les cancers du sang et les troubles sanguins. En mars 2024, les premières unités d'assistance médicale à la procréation et de greffe de moelle osseuse ont été inaugurées à Dalal Jamm. Une révolution et une première en Afrique francophone. La procréation médicalement assistée constitue une solution au problème d'infertilité. Le centre de fécondation in vitro est en attente d'équipements. Des cas de nouvelles infections au VIH sont signalés chez les adolescents et les enfants, 2800 selon ONU-SIDA. Avec ces nouvelles infections, les autorités sanitaires ont renforcé les interventions pour maintenir le taux de prévalence du sida au Sénégal en dessous de 1%. Dans le domaine de la prévention de l'épidémie de Mpox qui sévit dans la sous-région, un dispositif de surveillance à l'échelle nationale est mis en place par la direction de la prévention dans 46 districts sanitaires et aux postes terrestres, aériens et maritimes frontaliers. Et mon invité pour la rétrospective santé, c'est le professeur Fatou Sambassar. Bonsoir professeur, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mariama, merci. Alors pour commencer, je rappelle juste que vous êtes chef service hématologie et greffe moelle osseuse à l'hôpital Dalal Jamm. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Dans les couloirs de l'hôpital principal de Dakar. Alors professeur, parmi les avancées de cette année dans notre pays, on a vu la greffe transplantation rénale et la greffe de la moelle osseuse. En quoi ces avancées sont des étapes importantes pour notre système de santé? Alors, c'est des avancées qui sont hyper importantes dans notre système de santé parce que ça nous a permis d'atteindre un petit pilier peut-être de notre souveraineté sanitaire. Vous savez très bien qu'en matière de greffe de moelle osseuse ou de greffe rénale qui existe déjà dans le pays, la greffe rénale dont je parle, c'est des patients qui étaient à la limite évacués en dehors du Sénégal et ça coûtait excessivement cher à l'État du Sénégal. Pour la greffe de moelle osseuse, elle coûte excessivement cher. C'est des patients qui, à un moment, devaient bénéficier de 200 millions de francs CFA pour être évacués. Et donc, le fait d'avoir ces infrastructures-là, ici, dans le pays,
va nous permettre d'éviter ces évacuations-là qui coûtent excessivement cher à l'État du Sénégal. Alors, on a parlé tantôt de souveraineté sanitaire, qui est un objectif ambitieux pour notre pays. Quel rôle joue le vaccinopole de Diamniadio qu'on a inauguré récemment dans cette stratégie? Alors, un rôle hyper important. Ce vaccinopole, à la longue, va produire plus de 300 millions de vaccins par an. Oui. C'est ce qui est attendu. Et je pense que ce vaccinopole ne va pas seulement couvrir le Sénégal, mais toute la région ouest africaine. Et ceci va entraîner tout naturellement une autodépendance des autres pays de la sous-région, mais ça va nous permettre d'avoir également cette souveraineté vaccinale et pharmaceutique. Et tantôt, vous parliez de la relance de l'industrie pharmaceutique qui est également une priorité. Quelles sont, selon vous, les mesures pour soutenir son développement, notamment à long terme? Un accompagnement par un gros partenariat public-privé, un accompagnement dans la recherche. Oui. En parlant de la recherche, il faudra que nous, enseignants, chercheurs au niveau de l'université de Dakar, mais également dans les autres UFR santé du pays, qu'on apprenne à coordonner nos activités, à avoir de grands pôles de recherche qui nous permettront plus tard peut-être d'utiliser, pourquoi pas, la pharmacopée sénégalaise qui nous permettra d'avoir une petite souveraineté côté médicaments. Parce que vous savez que quand on importe des médicaments, ça coûte excessivement cher. Par contre, si on arrive à implanter des systèmes de fabrication de médicaments, ne serait-ce que les génériques, ça pourrait beaucoup aider par rapport à ces médicaments qui coûtent excessivement cher. On parle également beaucoup de One Health. Comment notre pays, le Sénégal, intègre-t-il cette approche dans ses politiques de santé publique? Et plus loin, comment contribue-t-il à prévenir notamment les crises sanitaires comme les zoonoses ou encore d'autres phénomènes? Alors, la Covid nous a appris beaucoup par rapport à ces zoonoses. Vous savez que la Covid, c'est une zoonose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est partie de l'animal. Et donc, cette approche One Health nous a vraiment fait comprendre qu'il fallait prendre la médecine, pas seulement que par le bout de la médecine pure et dure, mais qu'il fallait s'entourer de toutes ces autres spécialités ou domaines, que ce soit l'éducation, parce qu'il fallait en parler au niveau des écoles, que ce soit l'élevage, parce qu'il fallait prendre des précautions par rapport à nos éleveurs, au niveau sanitaire, au niveau même des forces de défense et de sécurité, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés à contourner l'épidémie, à mieux surveiller nos frontières. Donc, bref, c'est cet aspect One Health ou santé unique qui nous a permis d'ailleurs de penser autrement pour mieux prendre en charge nos patients. Professeur Fatou Samba Ndiaye, merci. Je rappelle que vous êtes chef service hématologie et greffe moelle osseuse à l'hôpital Dalal Jamm. Merci Mariam. On poursuit cette rétrospective après la santé, place à l'environnement. À l'étranger comme au niveau national, l'environnement et les changements climatiques ont pris une bonne place dans les actualités entre les différentes COP, les inondations, crues exceptionnelles qui n'ont pas épargné également notre pays. Tour d'horizon avec Moussa Mané. Et juste après, je retrouve le professeur Cherbao pour revenir sur tous ces faits dans le domaine de l'environnement. À tout à l'heure. Entre conférences des parties et catastrophes naturelles, beaucoup d'événements liés à l'environnement ont rythmé l'année 2024. Celui qui traverse en ce moment les esprits, c'est le cyclone Chidou, qui a balayé l'archipel des Mayotte, un département français d'outre-mer dans l'océan Indien. Des sources locales évoquent la mort d'au moins 2000 personnes et d'autres portées disparues. D'où l'urgence pour la communauté internationale de trouver des solutions durables pour la survie de l'humanité. C'est tout le sens des grandes rencontres qui ont eu lieu au courant de l'année 2024. La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 a abouti à des avancées relatives à l'accord de Paris. L'Afrique et les pays les moins avancés qui souffrent le plus des effets néfastes des changements climatiques se félicitent des progrès notés. À titre d'exemple, l'enveloppe de 100 milliards de dollars par an destinée à soutenir ces pays dans le cadre de l'atténuation et la lutte contre les effets néfastes est passée à 300 milliards de dollars. L'autre satisfaction est sans doute la mise sur pied pour la première fois d'un fonds pertes et dommages avec une première enveloppe de 700 millions de dollars. Un fonds qui va être administré par un Sénégalais du nom de Ibrahima Cheikh Diong. La 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
s'est déroulé à Riyad du 2 au 3 décembre. Ils ont réussi à harmoniser leur position pour mettre en place un fonds de plus de 12 milliards de dollars pour combattre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse à travers le monde, notamment dans les pays les plus vulnérables. La fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes s'accroît d'année en année à travers le monde. C'est le cas des pluies exceptionnelles. À l'été 2024, elles ont frappé plusieurs pays et particulièrement une majeure partie du continent africain. Le Sénégal n'a pas été épargné. La cité religieuse de Touba en est un exemple. Des pluies torrentielles ont causé des inondations, rendant difficile la mobilité des populations affectées. Au niveau du fleuve Sénégal, l'on a assisté à un phénomène inhabituel. Il s'agit de la crue exceptionnelle. En effet, de Bakel à Podor, en passant par Matam, la furie des eaux du fleuve a causé des dégâts presque inédits et inégalés. Face à la situation, les autorités étatiques ont déployé des services compétents pour venir en aide aux populations des zones inondées. Il s'y ajoute l'enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour prendre en charge les besoins les plus urgents en termes de nourriture, de matériel domestique, entre autres. En visite dans ces zones sinistrées, le président de la République a affirmé que d'importants programmes de désenclavement seront réalisés dans ces localités touchées. Ces deux catastrophes survenues au Sénégal nous rappellent, les nouvelles autorités en particulier, à quel point la question de l'environnement et surtout des changements climatiques doit être prise en compte dans l'élaboration des futures politiques de développement pour le Sénégal à l'horizon 2050. Et pour parler de toutes ces actualités liées à l'environnement en 2024, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir professeur Cheikh Mbow, directeur général du Centre de suivi écologique. Bonsoir professeur, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci Mariama et merci pour l'invitation. Alors, on a vu, le monde subit de plein fouet les effets du changement climatique. On a vécu des inondations, la crue des fleuves Sénégal et Gambie. Que nous apprennent ces phénomènes, ces catastrophes sur l'urgence de s'adapter au changement climatique? Comme vous l'avez dit, le changement climatique est devenu une réalité. On le vit au quotidien et ça se manifeste de plusieurs façons. Mais ce n'est pas que le Sénégal qui a connu ces inondations. Vous avez entendu Chido récemment qui a dégradé Mayotte et qui est en train de créer des problèmes énormes. Mais ce n'est pas seulement aussi l'Afrique. L'Espagne est en train d'être affectée. Mais nous vivons une année ou des années que nous appelons des années El Niño. C'est-à-dire qu'il y a un réchauffement anormal des températures au niveau de l'océan Indien, qui est en train de créer un peu cette frénésie dans ces grandes catastrophes. Et le Sénégal a connu des inondations avec une concomitance de facteurs, des pluies, des lâchers de barrages, mais aussi une dégradation de la végétation tout le long du fleuve qui ont entraîné ces inondations spectaculaires. Et justement, comment des pays comme le nôtre peuvent-ils concilier développement économique et lutte contre les effets du changement climatique? Alors d'abord, si nous inversions la question, est-ce qu'il peut y avoir un développement économique sans tenir compte du climat? Et la réponse est non. Donc il faudrait faire en sorte que toutes les questions de développement ou les stratégies de développement soient imbibées de ces questions climatiques. Il faut que donc la prise en compte du changement climatique soit une réalité dans la budgétisation, dans la planification, dans les réalisations de toutes les politiques sectorielles. Le deuxième facteur, c'est que si vous faites du développement sans tenir compte du changement climatique, les impacts du changement climatique sur les résultats du développement sont réels. Par exemple, si nous prenons les infrastructures, le fait que le TER, par exemple, à Dakar n'ait pas marché parce qu'il y avait des parties qui étaient complètement inondées, nécessite que des réflexions plus approfondie de la prise en compte du climat sur le développement devienne une réalité dans notre pays. Alors professeur, cette année également s'est tenue deux COP, la COP 29 d'Azerbaïdjan, la COP 16 à Riyad. Et quelle stratégie nos pays, les États africains, doivent-ils adopter pour renforcer leur position collective et obtenir des financements climatiques plus équitables? Déjà à Riyad, pour commencer sur la dernière COP, il y a une alliance de résilience sur la sécheresse. Ils ont fait des engagements et ces engagements nous ont amenés à moins de 13 milliards de dollars, alors que les besoins sont entre 200 et 300 milliards, rien que pour la gestion de la dégradation des terres. Si vous prenez Bakou, ils ont des engagements sur 300 milliards, mais les véritables besoins, c'est 1300 milliards. Maintenant, le problème, c'est au-delà de ces engagements.
comité ad hoc, en tout cas une structure qui est chargée de lever ces financements, pour que l'ensemble des financements qui sont levés, en tout cas une bonne partie, soient des dons ou en tout cas des dettes concessionnaires qui permettent au pays de répondre au changement climatique. Justement, on va s'arrêter sur ces points. La sécheresse, on le connaît, vous le parlez tantôt, de la dégradation des terres. Comment des mesures peuvent s'intégrer dans le programme comme la Grande Muraille Verte, qui passe en grande partie par notre pays également? La Grande Muraille Verte, comme beaucoup de programmes, lutte contre la dégradation des terres et améliore la productivité, le bien-être et les systèmes de production primaire dans notre pays. Donc c'est ça l'essentiel, l'aspect multifonctionnel de gestion des paysages dans la zone du Ferro, la lutte contre les feux de brousse, les plantations d'arbres, etc. Mais il n'y a pas que ça. La Grande Muraille Verte fait une partie du travail. Il y a d'autres parties, par exemple la lutte contre les terres salées. Le CSA a mis en place un projet avec le Fonds vert climat pour restaurer des terres salées. On a du phosphate naturel qui vient de Matam avec le compostage et la fertilisation organique des terres qui permet de récupérer des surfaces qui peuvent être utilisées pour l'agriculture du riz. Donc c'est la diversité des acteurs. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'Élevage, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère des Pêches, c'est le tourisme, c'est l'urbanisme. C'est pratiquement tous les secteurs qu'il faut mobiliser pour faire une convergence de volonté et d'intelligence pour mobiliser ces financements et répondre aux différentes facettes du changement climatique qui nous affectent en ce moment au Sénégal. Merci beaucoup, professeur Cherba. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre de suivi écologique. Je vous remercie. J'en profite pour souhaiter bonne et heureuse année à tous les Sénégalais, à tout le peuple de notre fameuse nation, le Sénégal. Très bien. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est fini pour ce numéro de la rétrospective. On se donne rendez-vous demain dans le journal de 20h pour un nouveau numéro.